Bonsoir. Bonsoir. Tu n'as pas fait sur ma page, je t'ai vu. Bonsoir, chers amis. Marketeurs. On attend 2 minutes, les gens se connectent avec notre musique préférée. Après di mana prepara musique kan? Musique kan nanti pula. Minani seda seda. Jangan. Mijangi. Mijangi quoi. J'ai une condition pour bien apprendre le Coran, mais j'ose pas le dire en plus. Oui, j'ai dit Minani seda seda. Mijangi. Mais j'ai une condition que je n'ose pas dire en public. D'accord. Voilà, pour apprendre correctement. Merci beaucoup, Madjo. Merci beaucoup, Madjo. C'est Madjo au service ce soir. Ah oui, Madjo, c'est ça. Merci, Madjo. On commence dans 2 minutes. 2 minutes pour nous. Avec Mohamed Moustapha Kane. Désormais, tous les mardis sur Marketing TV Monde. Et pas forcément en compagnie de Live Bamba Sec. Ah si. Toujours en compagnie de Live Bamba Sec. Donc, toujours en compagnie de... Et nous allons parler de métier de commerciaux. C'est cela, M. Kane? Oui. Yes. C'est pas curieux. J'en ai plein dans Santa Barbara, Amérique. Ça c'est le bio en Amérique. Je prends les 6 4 fois. Moi, je vais compter 5. Je vais compter 5. Mais nous, on va comme une émission de groupe. Dans quelques minutes, les amis, avec Mohamed Moustapha Kane. Monsieur Kane, est-ce qu'on peut savoir le menu de ce soir? Nous allons parler de la fonction de commercial. Oui. De la fonction de représentant commercial. Oui. D'accord. On va essayer donc aujourd'hui de discuter de la fonction de représentant commercial. C'est un métier très prisé, très recherché, Oui. qui emploie beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Ça emploie aussi beaucoup d'individus qui n'ont pas de formation à la base. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont des grands cadres, qui oublient aussi souvent qu'ils sont des représentants commerciaux. Ça aussi c'est important. C'est le cas souvent de nos amis qui sont des charges de clientèle dans les banques, des attachés commerciaux, attachés d'affaires, ingénieurs commerciaux, des visiteurs médicaux, etc. Beaucoup de ces gens-là oublient aussi qu'ils sont avant tout des représentants commerciaux. Ouais. C'est déjà une occasion peut-être d'échanger pour se rappeler le métier et les bonnes pratiques. C'est l'heure de commencer l'émission avec M. Mohamed Moustapha Kane.
Voilà, bonsoir à vous, bonsoir chers internautes, bonsoir amis marketeurs, bonsoir amis commerciaux. Nous sommes en compagnie de Mohamed Moutaba Kane pour parler d'un thème qui intéresse tout le monde. Parce qu'au Sénégal, tout le monde vend, même le président de la République vend la destination Sénégal. C'est grâce aux capacités du Sénégal à vendre la destination Sénégal que nous allons accueillir bientôt les Jeux olympiques de la jeunesse de 2020. Oui, on a déjà le sommet mondial de l'eau. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, tout le monde vend, tout le monde vend. Chaque chef d'entreprise est représentant commercial de son entreprise. Il est VRP, si vous voulez, voyageur représentant placier. Monsieur Kane va revenir sur tous ces concepts. C'est le bon mot. Nous allons voir avec M. Kane comment la fonction commerciale a évolué. Quelle est son importance actuelle? Quelle est l'importance de la fonction commerciale dans les structures aussi bien marchandes que non marchandes? Les différents statuts, les différents types de commerciaux si vous voulez, et quelles sont les qualités d'un bon commercial. M. Kane, j'espère que ça qu'on va voir. Ici en compagnie de M. Kane, expert international en marketing, directeur du cabinet Advantage Consulting. Il a près de 30 ans d'expérience, dont 5 ans en tant que commercial terrain. M. Kane, moi j'ai fait 10 ans de commercial terrain. Il a enseigné le module de force de vente et le management de l'équipe commerciale pendant près de 20 ans dans les plus grandes business schools d'Afrique. Il forme aujourd'hui des managers et des commerciaux dans tous les secteurs de l'économie, aussi bien dans les entreprises industrielles, dans les entreprises commerciales que dans les entreprises de services. Monsieur Kane, bonsoir. Bonsoir Alain Bomba. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter à ma présentation? Vraiment pas grand-chose, je crois que vous avez vraiment tout dit, sauf que je forme aussi les paysans, aussi les éleveurs, les pêcheurs à la fonction commerciale, parce que ce n'est pas une fonction uniquement réservée à ceux qui ont fait l'école. Je crois qu'il y a des gens qui ont des très très bonnes pratiques commerciales et qui ont juste besoin d'apport et d'encadrement pour vraiment exploser, comme on dit ça, notamment faire des résultats particulièrement importants. Très bien. Voilà. Le vendeur, le commercial, le représentant commercial, l'agent commercial. Il y a beaucoup de termes, M. Kane. Quel est le terme le plus correct? Alors, le terme que j'adore le plus, c'est le terme de vendeur. Le terme de vendeur? Oui. M. Kane, est-ce que vous connaissez Hermès? Oui, la marque Hermès, oui. Est-ce que vous connaissez le dieu Hermès? Le dieu Hermès, oui, bien sûr. C'est le dieu des vendeurs et des commerciaux. Ah oui, des voleurs. Ah oui. Alors ça, il était le dieu des vendeurs et des voleurs. Voilà. Alors ça nous permet d'entrer dans le vif du sujet. Oui. Parce que justement, le métier de vendeur a été pendant très longtemps un métier qui avait une connotation négative. Très bien. Pourquoi je voulais même qu'on commence par là? Justement, je crois que vraiment la transition est toute trouvée. Et c'est pourquoi ce terme de vendeur, aujourd'hui, enfin depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui, les gens n'aiment pas entendre ça. Vous direz à un délégué médical, vous êtes vendeur, il ne sera pas content. Vous direz à un chargé de clientèle, vous êtes vendeur, il ne sera pas content. Vous direz à, je sais pas, vous direz à un ingénieur commercial, vous êtes vendeur, il ne sera pas content. Et justement, c'est parce que pendant très longtemps, la fonction commerciale, la fonction de représentant commercial, a été une fonction qui avait été entachée d'une très vilaine réputation. Cette vilaine réputation était due à plusieurs facteurs. Parmi les facteurs, il y a le fait que la fonction commerciale avait été une fonction, en tout cas, qui n'avait pas l'égal des autres fonctions. Et souvent, dans le passé, on considérait que c'était une fonction superficielle, une fonction futile, mais une fonction inutile, et une fonction particulièrement dérangeante. Cela s'explique par le fait que, pendant longtemps, en tout cas en Occident, les métiers étaient classés en métiers nobles et en métiers non nobles. Et les métiers nobles, c'était des métiers dont on pensait qu'ils contribuaient à servir directement l'être humain. Par exemple, c'est le métier de médecin, dont on pense que c'est un métier qui permet de sauver la vie. C'est le cas, par exemple, des métiers juridiques, dont on pense qu'ils permettaient de maintenir l'égalité et de permettre à chacun de jouir de ses droits. C'est le cas du métier d'ingénieur,
parce qu'on pensait que c'est eux qui font les ponts, les chaussées, les maisons, etc. Et bien sûr, on se dit, mais un commercial, il sert à quoi? Alors, on dit, il sert à parler, à parler, à parler, à parler, à parler. Alors, à parler, c'est vrai, mais c'est surtout quelqu'un de superficiel. Tu le sais, tu connais très très bien ce métier. C'est quelqu'un dont on va dire que, dans sa démarche, il va commencer par faire de la tchatch. Et la tchatch, c'est s'habiller. C'est quelqu'un qui va tout faire pour toujours bien s'habiller, bien se montrer. Il va cirer ses pompes. Il va essayer d'avoir une langue mielleuse, etc. Il va tout faire pour accrocher le gens. Et ça, à la Ebamba, dans la pratique commerciale, j'ai remarqué que beaucoup de jeunes commerciaux, d'ailleurs, qui ne connaissent pas bien le métier, croient que c'est important, oui, mais c'est quelque chose qui a, en tout cas, connoté sur le métier de commercial. Maintenant, oui, allez-y. L'évolution, oui, allez-y. Oui, alors, un autre aspect dans ça, c'est déjà expliqué que c'est un métier qui est dans la classification des métiers. Avant, on n'était pas considéré comme un métier noble. Donc ça, je crois que c'est une explication. On peut utiliser, on peut recourir à une autre explication. C'est le fait que le métier de commercial, notamment, pendant longtemps, a été le métier de ceux qui n'ont pas de métier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de formation commerciale. Autant pour être médecin, il y a un cursus de formation. Ingénieur, il y a un cursus de formation. Pour tous les autres métiers, il y a un cursus de formation. Mais il n'y a pas de formation particulière pour la vente. La vente était considérée comme une occupation et non comme un métier. Ça aussi, c'est un aspect important. Donc voilà donc l'évolution du métier de commercial. Monsieur Kane, est-ce qu'on peut connaître, est-ce que vous pouvez nous dire les qualités d'un bon commercial, les qualités? Oui. On revient sur les différents statuts. Oui. Je voudrais juste avant, si vous me le permettez, faire ressortir un autre aspect qui déteint très mal sur l'activité du représentant commercial sur le Canada. C'est tout simplement que pendant longtemps, on a utilisé ce qu'on appelle la vente transactionnelle. La méthode de vente transactionnelle. Oui, la vente transactionnelle. C'est différent de l'analyse transactionnelle? Ça n'a rien à voir. Très bien. L'analyse transactionnelle, c'est les termes, ça c'est sur la communication. Très bien. Okay. Non, la vente transactionnelle est la technique de vente qui en réalité s'oppose à ce qu'on appelle aujourd'hui la vente relationnelle. Très bien. Pourquoi je reviens là-dessus et pourquoi je trouve que c'est important? Parce que beaucoup de jeunes vendeurs aujourd'hui utilisent les méthodes de la vente relationnelle. Je vais vous donner quelques caractéristiques de ce qu'est la vente et que ceux qui font ce métier, ils devraient peut-être changer d'approche. La vente transactionnelle, c'est une vente où le vendeur a un seul objectif, c'est d'amener le client à payer son produit. Il n'a pas d'autre objectif. Il n'a qu'un seul objectif. C'est que le client paye, le client achète. Il n'y a que ça. Donc, la vente transactionnelle se caractérise par son aspect, ou en tout cas sa caractéristique unilatérale. Le vendeur ne prend en compte que ses propres objectifs et non ceux du client. Alors, l'autre aspect de la vente transactionnelle, c'est que la vente transactionnelle ne repose pas sur la connaissance des besoins du client. Le vendeur transactionnel, il ne s'occupe pas de savoir de quoi le client veut. Ce qui l'intéresse, c'est comment faire pour amener le client à acheter. Et pour ça, on enseigne même quelquefois dans certaines entreprises qui font de la vente transactionnelle, qu'on appelle promotion ou des trucs comme ça. Et cette vente transactionnelle va s'appuyer non pas sur l'identification des besoins, mais sur l'utilisation de réflexes d'achat pour amener le client à acheter rapidement le produit dans un processus court. C'est-à-dire que l'achat ne sera pas un achat réfléchi, mais ça va être un achat réflexe. Et c'est la condition de succès. Très bien. Généralement, les vendeurs vont utiliser 4 types de réflexes d'achat, ou en cas qui vont être des stimuli pour en fait déclencher des réflexes d'achat. Le premier, c'est l'avidité. L'avidité. C'est quand vous rencontrez quelqu'un, vous vous dites que l'être humain, par essence, c'est quelqu'un qui veut s'accaparer le maximum de biens possible. Donc, l'argument d'attaque, ça va être « Bonjour monsieur, j'ai un produit, il est nouveau ». Ou bien « Bonjour monsieur, on a un produit, nous en avons l'original ». Ou bien « Bonjour monsieur, nous vendons un produit pour lequel nous avons l'exclusivité ». Ces 3 termes, ou bien d'autres qu'on utilise,
Ce sont des termes utilisés pour créer un stimuli chez le client. C'est une manière de lui dire, voilà un produit que vous ne connaissez pas, qui n'est pas dans votre environnement, ou en tout cas dans vos biens. Alors je vous donne l'opportunité de l'avoir dans vos biens. C'est pourquoi il est rare que les gens parmi nous résistent à ces types d'arguments. Ça, c'est un premier aspect. Un autre stimuli d'achat qu'on va utiliser, ça va être ce qu'on appelle la crainte de perdre. La crainte de perdre. Qui est ça aussi c'est naturel, hein, c'est-à-dire que vraiment c'est une disposition psychologique naturelle chez l'individu. C'est un peu la compétition naturelle qu'il y a entre les individus. De sorte que chacun ne veut pas avoir moins que l'autre. Et chacun veut même dominer les autres à partir de son paraître, de ses biens, etc. Et c'est pourquoi, quelquefois, quand l'argument premier ne marche pas, ou enfin pas l'argument, mais le stimuli premier ne marche pas, l'avidité, il va utiliser la crainte de perdre. Ça va être, Monsieur Laibamba, voilà, je vends des costumes, exemple. Oui. Dites oui, mais ça va, j'ai assez de costumes. Écoutez, Monsieur Laibamba, je sais que vous aimez les costumes, mais ça, c'est l'un des rares costumes qui ont été coupés à la main par Francesco Smalto. Et très sérieusement, le directeur de l'agence dont vous sortez, qui s'habille très très bien, vous en convenez avec moi, c'est moi qui l'habille exclusivement, et c'est ça son secret, pour qu'il puisse notamment toujours paraître mieux que les autres. Et généralement, vous vous dites, mais pourquoi est-ce que ce directeur d'agence peut s'habiller bien et moi pas? Donc je vais moi aussi en vouloir. C'est la raison pour laquelle, quand le vendeur transactionnel vous propose un produit, vous dites que vous n'êtes pas intéressé, il va commencer par parler de quelqu'un sur qui vous projetez, votre frère, votre ami, une star, etc. Pour vous dire cette personne porte ça ou a ça. L'idée, c'est de vous amener à dire, donc pourquoi pas? Ça, c'est un deuxième. Un troisième stimuli, qui est très utilisé dans nos marchés et par mes amis Boy, c'est ce qu'on appelle l'indifférence. Vous savez, vous le rappelez certainement, que parmi nos besoins, il y a ce qu'on appelle le besoin d'estime, le besoin d'attention, de reconnaissance, d'affection. Et ce qui se passe, c'est que quand le représentant avance des arguments sur l'avidité, sur la crainte de perdre, ça ne marche pas, il va utiliser un argument cinglant. Ça va être, écoutez, monsieur Laibamba, très sérieusement, je vous ai vu bel homme, très élégant, qui sait s'habiller. Je voulais vraiment vous donner l'occasion, en tout cas, de mieux briller. Mais bon, je crois que c'était juste une bonne occasion pour vous. Mais bon, aujourd'hui, il ne me reste que cette veste-là. Ça a été commandé par un ministre. Et très sérieusement, je pensais que ça vous irait mieux. Mais bon, certainement que vous aurez une chance la prochaine fois. Merci beaucoup, monsieur Sakissan. Qu'est-ce qui se passe? Il coupe le lien affectif. Dans la perspective, vous allez dire, non, pardon, revenez. Peut-on discuter? C'est quoi ce produit, etc. Donc, ça, c'est une troisième approche. Les gens qui achètent dans la rue sans débat tout ça comprennent de quoi je parle. La quatrième approche, c'est quand ils voient que vous commencez à accrocher en disant « Ah, ça m'intéresse, hein, mais je n'ai pas d'argent aujourd'hui. Non, attendez demain, est-ce que tu peux me le garder ?» Là vient le couteau qui va tomber pour ne pas différer votre décision d'achat. C'est ce qu'on appelle l'urgence. Ils vont vous dire « Oui, mais en fin de compte, c'est le dernier. » Ou bien « C'était en promotion, ça se termine aujourd'hui, etc. » Et ça va vous amener en fait à ne pas différer votre décision d'achat et avoir le vendeur qui est en face de vous, il est conscient que s'il vous laisse le temps de réfléchir, vous ne ferez pas un achat. Et c'est pourquoi il va utiliser cette méthode pour en fait vous amener à faire un achat réflexe. Et lui, il va avoir ce qu'il voulait, c'était vendre. Le dernier point sur lequel je veux terminer concernant cette vente transactionnelle, qui est très mauvaise, je te conseille à tout le monde d'utiliser, c'est que c'est une vente qui repose sur le mensonge. Le vendeur, il va utiliser toutes les ressources possibles pour vous convaincre d'acheter. Et il ne vous convainc pas d'ailleurs, parce que convaincre quelqu'un, c'est vraiment autre chose, on pourrait en parler. Mais il va chercher à vous amener à accepter son offre et à le payer surtout. Et pour ça, il va mentir. Si par exemple, je dis, ok, monsieur Laibamba, j'ai ce que tu me dis, ok, bon, je veux bien ton costume, mais je n'aime pas le viscose, je suis allergique au viscose. Même si le costume a des viscoses, il va vous dire, ah non, monsieur, c'est du pur laine 100%. Il va vous mentir pour que vous puissiez acheter. Et qu'est-ce que ça fait? Ça crée une rupture de confiance entre le vendeur et le client. Parce que retenez très bien ce que je vous disais, tout client qui achète fait ce qu'on appelle un contrôle post-achat. Après avoir acheté, il va vérifier ensuite, est-ce que ce que j'ai acheté correspond à ce que je voulais? Et c'est là que viennent notamment les désillusions. Et donc, tous ces trucs du genre, les vendeurs sont des menteurs, sont des voleurs, etc. Je voulais insister là-dessus. On peut sur la vente relationnelle? Oui. La vente relationnelle, c'est la vente moderne. Parce qu'il faut comprendre que, autant la vente a été décriée pendant longtemps,
Autant, parce que aussi c'était une période de folie économique aussi, il faut comprendre, on n'avait pas forcément besoin de vendeurs pour vendre. Mais après les crises pétrolières des années 70, dans les années 80, les paradigmes ont changé. On avait besoin d'un représentant, d'un ambassadeur sur le marché qui va se battre pour nous, pour amener des clients. Parce que c'est une période où les clients peut-être achetaient moins. Et c'est là que de vaillants chefs d'entreprise, comme je vous l'ai dit, les chambres de commerce, etc., se sont dit, il faut qu'on donne une importance à ce métier. Et c'est là qu'on a commencé à se dire, mais comment valoriser la vente, le métier? Le premier aspect de valorisation, c'était de commencer à changer la dénomination. C'est de là qu'on a créé des dénominations qui valorisent la fonction, du genre représentant commercial, attaché commercial, responsable clientèle, etc. Ingénieur commercial. Aujourd'hui, il y a des entreprises où quand je vais en diagnostic, je parle avec les commerciaux, mon entretien, ils me disent, Monsieur Khan, nous, notre seul problème, c'est qu'on nous appelle vendeur. Et ils auraient pu nous appeler responsable des zones, etc. Ça me fait rire. Mais je me dis, c'est important. Quelque part, le patron, il dit, ça ne change rien parce que tu fais le même job. Je dis oui. C'est très important parce que c'est comme ça qu'on a commencé à changer le métier, changer les appellations. Deuxième élément, qui est très important dans le processus en train de rendre la vente attractive, c'est de lui donner une école. Des fondements, des fondements théoriques. Et c'est pourquoi la vente aujourd'hui, ce n'est pas un truc qu'on apprend dans le tas. Non. Aujourd'hui, il y a des écoles de vente. Il y a des pensées de la vente. Il y a des méthodes de vente. Et aujourd'hui, la vente recourt complètement à des outils scientifiques. Il faut comprendre que pour faire de la vente aujourd'hui, excusez-moi, je salue les jeunes vides, les anciens enfants trop comprendront. Merci Pide. Donc, il faut comprendre que la vente, notamment, je suis en train de perdre le fil de mon discours. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut comprendre que la vente intègre une dimension scientifique. Oui. Aujourd'hui, quand on va être un bon vendeur, ça veut dire qu'on va être un bon psychologue. Et vous parliez tout à l'heure d'analyse transactionnelle. L'analyse transactionnelle, on est dans le domaine de la psychologie, où on se dit comment utiliser les méthodes psychologiques comme l'analyse transactionnelle pour comprendre et décoder celui qui est en face de moi. Parce que, en tant que vendeur, vous n'avez pas 100 ans pour découvrir votre client. Vous le découvrez aujourd'hui. Vous devez, au même moment, essayer de le voir, de l'écouter, de le décoder tout de suite pour savoir comment vous adapter à lui et satisfaire ses besoins. Donc il y a les transactionnels, il y a la PNL, il y a tout ça, il y a toutes les lignes de communication appliquées. D'accord? Aujourd'hui, pour être un bon vendeur, il faut être aussi peut-être quelquefois un bon comptable ou un bon financier. Oui, c'est important. Parce qu'il faut savoir calculer ça. On peut donner comme ça plusieurs éléments qui entrent en jeu. Encore que maintenant, pour être par exemple ingénieur commercial ou technico-commercial, vous devez avoir d'abord un bagage technique, ingénieur, BTS, licence, avant de pouvoir maintenant vous lancer dans le domaine commercial. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Maintenant, quand j'en reviens à votre question, Laïbomba, sur la vente relationnelle, c'est la vente moderne. Pourquoi? C'est d'abord le mot qui me plaît. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus justement dans le marketing transactionnel. On est dans le marketing relationnel. Et on discutera un autre jour sur ce thème-là de la fidélisation, qui est très important. Dans le marketing moderne, les entreprises ont compris qu'on ne peut pas passer son temps à chercher des nouveaux clients. Quand ils viennent, vous ne les rendez pas contents, ils s'en vont, vous recherchez de nouveaux clients. C'est une perte de temps énorme. Et la conquête de nouveaux clients coûte extrêmement cher. Il faut le comprendre. Pour conquérir un client, malheureusement, c'est souvent ce que je reproche aux managers commerciaux ou aux managers marketing. Je dis, il est important de calculer les coûts qui sont affectés à l'activité commerciale. Pour qu'un commercial sache que ce n'est pas parce qu'il a amené 100 clients qu'il est bon. Qu'il comprenne qu'il peut apporter 100 clients, mais que ces 100 clients peuvent ne pas être rentables ou très peu rentables. Parce que pour attirer des clients, je fais de la pub. Je fais, je ne sais pas, de la promotion. J'ai fait des réductions, j'ai fait des dégustations. Je te donne le transport, je te donne le téléphone. Tous ces éléments sont des coûts. Sans compter ton fixe et ta commission était une. Merci. Oui. Tous ces éléments donc, sont des coûts d'acquisition de la clientèle. Et aujourd'hui, dans l'approche moderne de la vente, on pense que la meilleure approche de vente, c'est avant la vente de chercher à établir une relation. Avant la vente. Avant la vente. La conséquence est que le vendeur, aujourd'hui, malheureusement, contrairement à ce qu'on pense, il va dire que quand je vais voir un client, mon unique objectif, c'est de vendre. En vente transactionnelle, c'est pas ça. En vente transactionnelle, on dit, mon principal objectif, c'est d'établir la relation. En vente relationnelle. On établit la relation,
pour justement vivre une très très belle relation pendant très très longtemps et qui, plus elle va avancer, plus elle va être bénéfique et aux clients et à l'entreprise. On pourra parler plus tard de techniques de vente relationnelle. D'accord. Donc voilà les différentes techniques de vente, la vente transactionnelle, la vente relationnelle. La vente transactionnelle, l'avidité, la crainte de perdre, l'indifférence, l'urgence. Oui. Alors dans la vente relationnelle, on noue une relation durable. C'est ça. Afin que le client puisse devenir un ambassadeur. Plus qu'un ambassadeur. Il fasse de la publicité pour nous. Ah oui. Voilà. Monsieur Kal, on va maintenant aborder les qualités d'un bon vendeur. Pour être un vendeur relationnel, Oui. il faut avoir des qualités. Ah oui. Quelles sont les qualités d'un bon vendeur? Alors, vous allez dire que M. Kal passe toujours par des petits trucs là. Non, c'est Mais c'est important, n'oubliez pas que. C'est important. Il ne faut jamais oublier que j'ai été un enseignant pendant 20 ans. Ouais. Je crois que je le resterai, même si je ne suis pas dans les salles de classe. Et une des raisons principales qui m'amène. Là, vous êtes dans les salles de classe, vous êtes dans les nouvelles salles de classe, les salles de classe numérisées. Voilà. Et une des raisons principales pour lesquelles j'ai eu le plaisir, en tout cas, d'accompagner mon ami Laïbomba, c'est que, je vous dis, c'est toujours un sacerdoce de partager. C'est pourquoi je prends le temps d'expliquer. Laïbomba, c'est ça l'objectif. On n'est pas là pour un show, on est là pour partager, pour apporter ne fût-ce qu'1% aux gens qui nous écoutent ou qui nous voient, pour qu'ils puissent mieux faire leur job. C'est important, M. Kalfa. Il y a quelques mois, là, je vais télécharger toutes tes vidéos. Toutes les vidéos qui sont sur Marketing TV, parce que ce sera plus reposant pour moi de les faire. C'est important. Ah oui. Maintenant, on va essayer de trouver une solution peut-être pour que les gens nous suivent et qu'on va peut-être délivrer avec Avantage. Oui. Certificat. En tout cas, nous, on est ouvert à tout ça. On va réfléchir. Je l'ai dit la dernière fois dans une grande boutade en disant que les méthodologies d'enseignement sont complètement loin de la réalité des apprenants. Et il est important, comme je l'avais dit, d'aller chercher les apprenants où ils sont, c'est-à-dire dans cette nouvelle technologie. Ça, c'est très important. Et vous êtes encore jeune, vous allez savoir comment discuter. On va réfléchir. En tout cas, non, mais c'est vrai, c'est très important. Pour revenir maintenant sur le point que je suis en train de traiter, les qualités. Les qualités, pour comprendre l'importance des qualités, il faut d'abord comprendre l'importance des rôles du représentant commercial. Le représentant commercial, Nadine Gadal, une grande spécialiste de la vente et de la négociation, une femme, disait que il faut considérer le représentant commercial comme la clé de voûte de l'édifice commercial. J'aime ce terme parce que nous autres qui sommes un peu de la quarantaine, on comprend très bien ça. La clé de voûte, c'est le terme qui avait été utilisé par le général de Gaulle lorsqu'il créait la Ve République pour montrer l'importance du président de la République. Et il disait, le président de la République est la clé de voûte du système, donc notamment voilà, le système politique en France. Donc ça veut dire que Nadine Gadal montre que tout ce qu'on fait n'a de sens que si un représentant commercial va bien nous défendre sur un grand terrain qui s'appelle le terrain de la clientèle. Parce que, sachons-le bien, on peut avoir les meilleurs ingénieurs, on peut avoir les meilleurs produits, on peut avoir tout. Mais encore faut-il avoir quelqu'un pour aller vendre ça à la clientèle. C'est extrêmement important. Et elle va dire du moins qu'il faut considérer que le représentant a 4 rôles importants qu'il faut saisir, comprendre. Le premier rôle du représentant commercial, c'est un rôle d'ambassadeur, comme vous l'avez dit tout à l'heure. J'aime ce terme, mais je voudrais que les gens fassent beaucoup d'efforts pour mieux comprendre ce terme. Parce qu'ambassadeur, ça ne veut pas dire quelqu'un qui va aller représenter seulement une marque, non. Un ambassadeur, c'est quelqu'un dont le rôle est de valoriser son pays, donc de valoriser son entreprise. Ce que j'ai dit est très important pour moi. Et quelqu'un qui valorise son entreprise doit comprendre qu'en ayant chez un client, il représente les 100, 200, 300 ou 1000 personnes qui sont restées là-bas, les 1000 vaillantes personnes qui sont au bureau, ben c'est lui qui est leur fenêtre, leur vitrine, leur représentant auprès de la clientèle. Et c'est important qu'il prenne en charge ça, pour ne rien négliger de sa personne, dans l'habillement, dans le discours, dans la percutance, tout ça, c'est très important. Vous êtes un ambassadeur. L'ambassadeur, c'est quelqu'un qui défend son pays. Un ambassadeur, donc, c'est quelqu'un qui défend son produit. Je ne peux pas comprendre qu'un représentant commercial aille chez les clients et qu'il aille dire aux clients
oui, mais en fin de compte, nous, on vit dans des conditions difficiles, on est mal payé. Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas qu'un représentant commercial qui va chez la clientèle, on leur dit, oui, mais il paraît que c'est temps-ci votre machine est en panne, et qu'ils disent, oui, tu vois, même nous, on a des problèmes. Les difficultés en entreprise, il est impossible, impensable que vous puissiez en parler à la clientèle, encore moins accepter les supputations de la clientèle. Parce que c'est comme ça qu'on tue une entreprise. C'est le bouche à oreille qui tue. Si moi j'essaie d'en comprendre plus de difficultés, j'en parle aux autres clients, mais vous êtes morts. Et il faut comprendre que toute organisation, qu'elle le dise ou pas, a des périodes de haut et de bas. Mais il faut serrer les coudes. Vraiment, j'attire l'attention des représentants commerciaux sur ça, en tout cas, dans leur visite ou leur rencontre avec les clients. Un autre aspect, c'est qu'un ambassadeur n'insulte pas. C'est ce que je disais la dernière fois. Un ambassadeur n'insulte pas. Un ambassadeur n'utilise pas de gros mots. Un ambassadeur n'utilise pas un langage familier. On a souvent un langage familier. Je ne sais pas comment dire, bon, comme il y a enfin, je ne suis pas très dans ces trucs-là. C'est un langage qu'on n'utilise pas. Un commercial doit toujours avoir la main haute. Le langage bas, familier du peuple, même quand le client l'utilise, évitez le moins possible de le suivre sur ce terme. Ça crée une familiarité qui sera préjudiciable. Je tiens à répondre parce que tout le monde fait attention à ça. Insulter, vous ne le faites pas. Même quand on vous insulte, vous ne répondez pas. Je l'ai dit. Je ne parle pas de bagarre ou autre. Et utilisez toujours un langage soutenu, un langage correct. Je tiens énormément à ça. Quelle que soit la langue, hein, français, wolof, poulard, diago, tout ce que vous voulez, mais utilisez un langage soutenu, respectable, parce que vous êtes respectable, parce que vous représentez des centaines ou des milliers de personnes. L'autre aspect, c'est que le représentant commercial est un porte-parole. Un porte-parole, c'est le seul individu habilité à parler au nom d'un individu ou d'une organisation. Et c'est important, en tant que porte-parole, que vous sachiez que c'est votre rôle de dissiper les ombres sur la réalité de l'entreprise. Parce que les concurrents ou les médias, ou ça dépend, quelquefois des facteurs conjoncturels, amènent des rumeurs sur votre entreprise. Les gens, ils ont tel problème, etc. Il y a ça ou il y a ça ou ça. C'est à vous de rétablir la vérité. La vérité, pas toute la vérité, nous ne sommes pas les juges. Mais nous rétablissons la vérité qui permet, en tout cas, de rétablir l'image de notre entreprise. Ce n'est pas la peine de faire des mensonges grossiers. Sinon, le client peut le découvrir rapidement. Et c'est pour ça, en communication, on évite de faire des mensonges grossiers. Il y a aussi quelqu'un qui disait mentir n'est jamais nécessaire, rarement utile et toujours dangereux. Non, c'est que c'est toujours dangereux. Voilà. Pour une raison très simple. Parce que ça aussi, c'est une des choses qu'on colle à la fonction commerciale ou au métier de représentant commercial, c'est de dire c'est les menteurs. La vente ne s'accommode pas du mensonge. Dans la vente relationnelle. Il y a au Sénégal, les gens disent qu'il y a un cas. Voilà, exactement. Alors, je voudrais là, comme tu es sur le terrain, pour une raison très simple. Parce que la vente ne s'accommode pas du mensonge. La vente relationnelle. Parce que si vous voulez établir une relation avec quelqu'un, une relation, c'est une relation de confiance. Et la confiance ne s'accommode pas du mensonge. Quand vous faites confiance à quelqu'un et qu'il ne respecte pas ses engagements, la confiance est rompue. Et une confiance rompue, il est quelquefois difficile de la reconstruire. Je ne parle pas maintenant du bouche à oreille négatif. Donc, en tant que vendeur, évitons de faire des mensonges évidents, évitons de vouloir toujours mentir pour vendre à la clientèle. Donc, porte-parole. Rétablissez les faits, rétablissez la vérité avec les clients, mais en ayant comme souci de ne pas dire les vérités qui portent atteinte à l'image de l'entreprise. De ne pas dire des vérités qui traduisent la mauvaise réalité de l'entreprise. Ça, on n'en parle pas. D'accord? L'autre aspect, c'est que le vendeur, il est négociateur sur le lieu de vente. Il y a ce que l'entreprise peut faire, mais il y a ce que l'entreprise ne peut pas faire. Je peux avoir le produit le plus beau du marché. Je peux avoir la meilleure communication du marché. Je peux avoir le prix le plus abordable du marché. Mais le client, il est en face de plusieurs offres concurrentes. Et il faudrait qu'il puisse choisir. Et souvent, les produits sont tellement beaux aujourd'hui, il est tellement difficile de se distinguer par la technologie, que rarement, il est rare qu'un produit se distingue des autres par la qualité technologique. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est un commercial qui va venir négocier
Que le client ait envie d'acheter, quand on dit on vend par 1, le client vient dire ok, moi j'ai besoin de 10, mais j'ai besoin d'une réduction, l'entreprise ne peut pas le faire. C'est au commercial de négocier la réduction. Un client peut vouloir acheter, mais ne peut pas payer tout de suite, il veut payer dans 8 jours, 15 jours. Donc vous êtes le négociateur. C'est à vous d'utiliser l'ensemble des ressources de la négociation commerciale, sur laquelle on reviendra dans une autre émission, pour voir comment écouter le client, le comprendre, savoir ce qu'il veut, adapter votre argumentation à ses attentes pour le convaincre et l'amener lui-même à prendre la décision d'acheter. Parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Le dernier et non moins important point sur les rôles du représentant commercial, c'est en réalité le fait qu'il soit informateur. Le premier espion de l'entreprise, c'est son représentant commercial. C'est pourquoi, et ça je le décris souvent, et j'amène souvent les entreprises aujourd'hui, j'encourage les clients, les entreprises en tout cas, à aller vers la mise en place de systèmes de knowledge management, parce qu'il n'y a pas que là. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous allez avoir un vendeur comme Laibamba qui est très percutant. Vous dites Laibamba, je lui demande de me faire 10 millions par jour. Chaque jour, il vous amène 10-15 millions, vous dites merci, ça va. Jusqu'au jour où Laibamba, ça n'ira plus, où il va partir, et vous allez vous dire, ben, en fait, on a des problèmes. Oui, vous aurez des problèmes. Pour une raison très simple. Vous ne savez pas ce que Laibamba c'est. La première chose que j'ai envie de rappeler aux entreprises, ça aussi on peut en parler la prochaine fois, des outils de gestion commerciale, il est important de ne pas avoir des listings clients, mais des fichiers. Des fichiers clients. C'est très important. Le client, ce n'est pas une histoire de prénom, nom, je ne sais pas moi, nom de l'entreprise, produit qu'il achète, quantité, date de commande, etc. Est-ce qu'il nous doit de l'argent, est-ce qu'il ne doit pas de l'argent? Non. Ça, c'est les choses les plus élémentaires. On reviendra vraiment sur ça. Oui, il est important. C'est très important. C'est très important de connaître le client. Aujourd'hui, on parle de connaissance du client à 360 degrés. On parle aujourd'hui de ça. On peut en reparler. L'autre aspect, notamment, c'est que quand on a un client, mais on va sur le terrain, on voit des choses, on voit ce que les concurrents font, on voit la relation que le client a avec les autres, on voit les projets quelquefois du client dans son bureau, on voit beaucoup de choses. Ah oui, et malheureusement, on ne l'écrit pas. Et vous savez que toute organisation repose sur 3 critères de structuration. Le critère de spécialisation, le critère de coordination et le critère de formalisation. L'organisation ne connaît que ce qui est écrit. Quand vous n'écrivez pas, l'entreprise ne le sait pas, même si vous le dites oralement. Et quand vous n'écrivez pas, ça veut dire que ce n'est pas pris en charge dans les stratégies, dans l'évaluation. Et quand ce n'est pas pris en charge, il n'y a pas d'action qu'on va faire. On ne va pas mettre en place des actions pour dire ça c'était bien, on améliore, ou bien ça c'est pas bon, on va le changer, etc. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas en fait de. On va corriger. Il n'y aura pas de processus interne pour améliorer ce qui est bien et corriger ce qui est mauvais. Et ce qui fait que c'est comme ça qu'on va marcher jusqu'au jour où il y aura des problèmes et puis on va crier notamment au diable alors que notamment on n'avait pas. Donc, je reviens sur l'importance pour les représentants commerciaux de collecter les données quantitatives, mais surtout les données qualitatives et de pouvoir les reporter à leur hiérarchie et bien sûr de les faire. C'est les 4 rôles importants de représentants commerciaux. On va maintenant parler des différents statuts, des différents types de représentants commerciaux. Alors, avant de parler des qualités, je vais peut-être vous laisser parler un peu des statuts. On n'a pas parlé des qualités? Oui, les qualités. Oui. Alors, les qualités, c'est important. Je parlais des rôles parce que les qualités n'ont de sens que par rapport au rôle. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a un deuxième point, si vous me le permettez aussi, que je vais aborder, j'espère qu'on ne déborde pas le temps. Oui, on a déjà 40 minutes. C'est bien. Mais c'est un métier passionnant. Oui. C'est ce que je disais aux gars, je peux faire 365 émissions sur la vente. Oui. Non, je sais, en plus que toi, tu es un spécialiste dans ça. Et tu as fait plus de terrain que moi en plus. Mais je continue à faire. Non, je sais. Vous êtes plus sur le terrain. Voilà, j'accompagne les clients. Je disais au livre avant-hier. Oui. Le gars me disait, dans l'entreprise, tout le monde est vendeur. Parce que même si on ne parvient pas à vendre l'idée de ce nouveau produit, ça ne sera jamais sur le marché. Je vous ai entendu à l'introduction dire que le premier vendeur, c'est le chef d'entreprise. C'est ça. Tout le monde passe son temps à apprendre. Et on peut donner des anecdotes. On peut y revenir.
Je veux qu'on ait un jour où on parle que d'anecdotes. Un jour, je vais remplir la salle des spécialistes. Très bien. Non, non, ou bien on va discuter d'anecdotes. Oui, c'est ça, c'est possible. D'anecdotes, on fait. Sur la vente. Ah oui, oui, parce qu'il y en a énormément. Il le faut, il le faut, il le faut, il le faut. Les qualités, monsieur Alors, Kat. les qualités, on pourrait en parler. On pourrait les lister. Ouais. Et chacun pourrait se dire j'ai ces qualités ou je ne les ai pas. Ouais, ouais. Mais je veux rappeler un bon mot que j'adore et que j'appelle la plus belle lettre d'amour du monde, qui est la boutade de Jacques Landreville et Denis Lindon, qui sont les auteurs du Mercator. Je crois que maintenant il y a une dame qui s'appelle Levy, Ouais. mais nous on est de la première génération en tout cas, de ce qu'on appelait nous la Bible du marketing. Ouais. Ils avaient écrit dans le Mercator, je crois que ça y est toujours, en tout cas une boutade, une phrase qui pour moi reste encore une sublime lettre d'amour. Pour moi qui suis quelqu'un de très sensible et de très romantique. C'est comme ça que je le perçois. Ouais. Alors vous allez dire que c'est mon romantisme est déplacé parce qu'on veut peut-être les dépasser. Et il va dire, ils vont dire du moins, la meilleure stratégie de marketing du monde, savamment conçue dans le cabinet, est vouée à l'échec. Si elle n'est pas soutenue sur le terrain par les vendeurs, compétents, motivés, performants. Ouais. Ouais. Et l'idée, c'est de dire, Laïbomba, que quand l'entreprise a la meilleure stratégie du monde, qu'on a fait avec toute la science qu'on peut imaginer, ce travail de stratégie, d'élaboration de stratégie, de plan, d'organisation, de recrutement de ressources humaines, tout ça, quand on a tout ça, et qu'on n'a pas des représentants bons, tout ce que l'entreprise avait fait n'a plus aucun sens. Et c'est très important. Mais ce qui m'a plu, c'est qu'ils ont précisé de quel représentant commercial on parle. Ah oui, parce que le seul fait d'être représentant commercial ne veut pas dire grand-chose. Le représentant commercial dont on parle, c'est le représentant commercial qui est compétent. C'est le représentant commercial qui est motivé. C'est le représentant commercial qui est performant. Alors, je passe par là pour parler aussi des qualités. Ouais. La compétence. La compétence, c'est savoir faire son métier. Et la compétence, c'est trois aspects. C'est le savoir, le savoir-être, le savoir-faire. Le savoir, bien sûr. Oui, il faut connaître le métier, il faut l'apprendre. Ouais. Le savoir-faire, l'expérience, c'est vrai, c'est très important. Mais contrairement à ce que tout le monde pourrait penser, l'aspect le plus important dans la compétence commerciale, c'est le savoir-être. Les qualités commerciales. Si vous ne les avez pas, très sérieusement, vous aurez appris dans les meilleures écoles de la vente, ça ne sert pas à grand-chose. Ces qualités commerciales, on aurait pu les lister. J'en ai beaucoup parlé la dernière fois sur l'accueil, parce que j'ai dit que l'accueil, c'est les qualités commerciales. J'aurais pu en parler jusqu'à demain, mais on va essayer de ne pas trop gâcher aussi votre soirée. Il faut comprendre que les qualités commerciales les plus importantes, c'est les qualités psychologiques. Je l'ai expliqué, j'ai expliqué pourquoi les qualités psychologiques sont primordiales en matière commerciale. Je l'ai expliqué lors de la dernière émission, en montrant que quand Peter Drucker énonçait le principe de l'orientation client, il avait d'abord commencé par montrer en réalité que ce qui fait l'orientation client, c'est notamment la capacité de l'entreprise à comprendre les besoins du client, mais surtout à savoir que l'appréciation de la qualité du produit ou du service n'est pas une appréciation objective, mais une appréciation subjective. Et qu'il y avait deux dimensions importantes chez les clients à prendre en compte, c'est que l'achat est psychologique et l'appréciation est subjective. La première qualité recherchée chez un représentant commercial, c'est l'empathie. L'empathie. C'est un terme qui a été sorti de la psychologie en 1932, je crois, qui est un terme très moderne, un terme très arabe. Laïbomba l'avait expliqué la dernière fois en disant laisse wakul. La capacité à se mettre à la place de l'autre. Voilà, c'est exact. Oui, c'est ça l'empathie. Non, explique un peu, tu es commercial. Oui. En fait, en wolof, des fois, c'est important de dire. Wolof nee na kuy xaar ñu wax. nga xam. bu ñu waxee sax nga xam. Très bien. wax ñu egg dafa ko moom. dafa ko moom, voilà. Merci. La chose la plus importante en communication, disait l'autre, c'est de comprendre ce qui n'a pas été dit. Ah oui. C'est fondamental. C'est l'empathie, voilà. Parce que le verbal, c'est 10% de la communication. Oui. On peut y revenir. Oui. Certains même disent que c'est 7% de la communication. Donc c'est le reste qui communique. C'est ça, voilà. Alors, l'aspect est que, il faut comprendre, quand je négocie avec un client, ce que je veux, c'est qu'on s'entende. Mais comme disait le chanteur, et pour rejoindre Laïbomba qui m'a un peu fait la figure là maintenant, c'est « Duma top diou, funi diou, moi soyou ».
Donc, on a commencé cette fan lañ bëgg dem ak naka lay def bu yóbbu la fa. Pour ça, il faudrait qu'on ait un terrain d'entente ou un terrain de dialogue. Pour avoir un terrain de dialogue, c'est moi qui cherche à avoir une relation avec toi. Donc, il faudrait que moi, je puisse voir comment aller sur ton terrain, te rejoindre sur ton terrain, parler ton langage, t'écouter, te montrer, faire preuve de compréhension pour que toi aussi tu fasses l'effort de dire ah, ce monsieur ou cette dame est et en tout cas maintenant en phase avec moi, on peut commencer à discuter de qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. C'est ça l'intérêt et l'importance de l'empathie. L'écoute, l'observation, l'écoute active. Oui, voilà, oui, ce que j'ai voulu vous dire. très important. L'écoute active, l'observation, la reformulation, tout ça, on peut en discuter, c'est très important. Un autre point important pour un représentant commercial sur lequel les gens n'insistent pas beaucoup et que j'adore, c'est l'ego drive. Je l'ai dit, c'est le sens du challenge. Un représentant commercial qui n'aime pas la compétition, ce n'est pas un représentant commercial. Un représentant commercial qui n'aime pas être le meilleur, ce n'est pas un représentant commercial. Le travail de représentant commercial ne s'accommode pas de la médiocrité. Je voudrais que les gens m'entendent et comprennent ça. On ne peut pas être représentant commercial et médiocre, ce n'est pas possible. On peut être moyen. Un représentant commercial n'est content que s'il domine les autres vendeurs. Je veux vraiment que ça soit clair. Dire j'ai atteint mes objectifs, si tout le monde a atteint son objectif, tu ne te fais pas avoir. Un représentant commercial, si je peux le dire en voilà, il fait un chat. C'est très important. Il fait un chat. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui doit toujours avoir la main haute, il doit se distinguer par sa manière d'être, sa manière de faire, sa capacité à convaincre, sa capacité à séduire les clients, sa capacité à bien comprendre, adapter son discours commercial, sa capacité à faire le suivi de ses clients, sa capacité à privilégier ses clients, sa capacité à se faire aimer, ou bien en cas à établir une relation d'amour entre l'entreprise et l'entreprise. Parce que c'est ça qui nous permet d'être le meilleur des vendeurs sans même faire beaucoup d'efforts. C'est très important. C'est très important. Donc le sens du challenge. Et quand je dis sens du challenge, en entreprise, on organise des concours entre vendeurs, ou en tout cas, les vendeurs, quelquefois, on leur dit, comme vous l'avez dit, il y a des commissions. Quelquefois, les commissions sont échelonnées. Il y a des commissions progressives. Il y a des primes. Quelquefois, il y a des primes, par exemple, sur des concours entre vendeurs, etc. Quelquefois, la rémunération ou la promotion à l'intérieur de l'entreprise dépend de vos résultats. Mais vous avez une opportunité que les comptables n'ont pas, que ceux qui travaillent dans l'usine n'ont pas. Non, les gens oublient ça. À l'usine, quand tu es à l'usine, tu peux rester là pendant 10-15 ans, un comptable peut rester à son job pendant 10-15 ans. Vous, représentant commercial, vous êtes l'une des rares personnes qui d'abord a la chance de travailler tout seul dehors. C'est un avantage, c'est aussi, c'est un inconvénient, mais c'est un avantage, même s'il y a des vendeurs sédentaires aussi. Deuxième élément, vous êtes le seul qui en 6 mois peut venir dépasser tout le monde. Même le DG. Ah oui, profitez-en. Il y a une entreprise, pour donner une anecdote, je ne vais pas dire le nom, c'est une grosse boîte, où les commerciaux qui étaient extrêmement jeunes avaient des rémunérations mensuelles qui variaient entre 1 et 5 millions. Des gosses. Alors, comme c'est des jeunes, ils achetaient des grosses boîtes, etc. Alors, un jour, les cadres de l'entreprise se sont mobilisés pour se plaindre. Et ils ont dit, mais ce n'est pas sérieux que nous avons des grands diplômes, nous sommes des grands directeurs. C'est vrai qu'on a des salaires intéressants, 2 millions, peut-être 2,5 millions, mais on a des gosses de rien du tout qui viennent avoir des 5 millions devant nous. Ils n'ont pas les balles. Le DG leur dit, c'est grâce à ces gosses que vous travaillez. C'est aussi simple que ça. Et il leur dit, le jour où ces gosses-là auront besoin d'un véhicule de fonction, si vous, votre véhicule est bien, je le leur donne, et vous attendrez. Parce que si vous avez de la matière pour travailler, c'est parce que ces gosses vont amener les clients à nous donner de la matière. C'est le commercial qui nourrit tout l'entreprise musicale. C'est très important. Ouais, non, c'est important. C'est lui qui paye les salaires aussi. Ah oui. Ouais. Ah Si oui. le commercial, imaginez une entreprise où les commerciaux ne vendent pas. Ah, non, ça n'existe pas. Voilà. Voilà, pour te rejoindre. Alors, l'autre aspect très important, c'est l'équilibre émotif. Ne pas s'énerver. Ne pas s'énerver. Ne pas s'énerver. Ne pas s'énerver. Je ne vais pas utiliser le terme militaire, mais je vais utiliser le terme art martial. Oui. La maîtrise de soi. Je crois que c'est d'abord de l'art martial. Voilà, c'est ça. Maîtrise de soi. C'est ça. Moi, j'ai fait le judo. Ah bon? Ah oui, je crois que j'ai été champion bien sûr de judo, pour faire volleyball, le basket. Mais l'art martial, ça permet de canaliser quelqu'un. Il faut comprendre que
il faut garder ses émotions quand on va au travail. Quand vous allez rencontrer une belle fille ou un jeune homme, et que cette personne vous dise oui, mais vous êtes bien habillé, ah, vraiment, je vous adore, vous parlez bien, etc. N'oubliez pas de garder ce qu'on appelle la distance psychologique. Sachez que cette personne restera pour moi un client, quel que soit son point. Même si dans mon fort intérieur, j'ai envie de sortir un mot magique, de faire une proposition, de lui demander d'appeler tout à l'heure, etc. Gardez-vous de ça. Il y a des choses qu'on ne mélange pas en matière commerciale. Je l'ai dit, beaucoup de managers souvent m'en veulent, parce qu'il y en a peut-être qui ont des copines dans l'équipe commerciale. Ça c'est grave, je ne parle pas encore maintenant du fait qu'il y a une relation amoureuse entre un commercial et son client. C'est impensable. Je le dis et je le dis ici. C'est impensable. On ne peut pas être à la fois le représentant de l'entreprise et de ses propres sentiments auprès d'une femme ou d'un homme. Ce n'est pas possible. Donc, je dis souvent, quand vous tombez, parce qu'il paraît un coup de foudre, bon, moi je ne crois pas, mais quand vous avez un coup de foudre, vous ne pouvez pas résister à l'envie d'avoir des relations directes, personnelles avec votre client ou cliente. La chose la plus simple, c'est de demander à l'entreprise de vous décharger de cette cliente. Ce qui va faire que vos relations personnelles, quand elles seront exécrables, ne viendront pas agir sur votre relation professionnelle. Ça fera aussi que si vous avez des blocages au niveau professionnel, que ça ne vienne pas déteindre sur vos relations personnelles. Ça, je voudrais vraiment que les gens le comprennent. Ouais. Ça veut dire aussi que il faut, comme vous l'avez dit, la maîtrise de soi. Oui. Il faut avoir le sens de l'initiative. Un commercial, c'est quelqu'un qui a de l'initiative. Peut-être qu'un jour, on parlera des méthodes de recrutement des commerciaux. Parce qu'il y a des méthodes de recrutement qui sont propres au recrutement de représentants commerciaux, que beaucoup de gens n'utilisent pas. Oui. Et c'est pourquoi aussi beaucoup de gens n'arrivent pas à trouver des bons commerciaux. Parce qu'un commercial, ce n'est pas quelqu'un qui attend. Mais ce n'est pas aussi quelqu'un d'effronté. On ne vient pas entrer pour dire bonjour monsieur, vous prenez la chaise, vous asseyez. Non. C'est bonjour monsieur, est-ce que je peux m'asseoir? Parce que vous êtes un ambassadeur. Vous êtes poli, vous êtes courtois. Ce n'est pas quelqu'un qui vient ouvrir des portes comme ça aussi. Ce n'est pas ça l'initiative. Prendre l'initiative, c'est tout simplement que vous êtes un soldat. Vous allez chez quelqu'un avec l'ambition d'être son manager chez lui. Parce que je me rappelle quand je suis représentant commercial à Paris, il m'est arrivé un jour, après une journée de travail, de me dire non mais je suis un grand leader. C'est vrai que j'étais jeune toi. Ouais. Je me suis dit je suis un grand leader. Ouais. Alors il y a un de mes collègues qui me disait mais toi tu te prends pour qui? Je lui fais mais est-ce que tu sais, aujourd'hui dans le point de vente là, c'était des hypermarchés. Combien de gens qui venaient ici ne savaient même pas que notre produit sont là? Combien d'entre eux est-ce que j'ai attiré et que j'ai convaincu d'acheter nos produits alors qu'ils n'étaient même pas certains, ils ne savaient même pas que ces produits existaient? Ouais. Combien d'entre eux voulaient acheter d'autres produits? Je les ai convaincus de venir acheter mon produit. Combien de gens avec qui je parlais qui étaient énervés, je les ai amenés à se calmer et à sourire au moment où on se quittait. Ça, c'est du leadership. Ça, c'est du leadership. Et ça, il faut avoir de l'initiative pour ça. C'est vraiment ça qui nécessite que vous ayez de l'initiative. Il faut être bien présenté. Bien présenté, bien présenté. Un commercial, il peut les bagages comme ça. Vous avez vu? Je dis tout le temps que, moi, il faut faire un ensemble de am sama lipo lekk comme bu ma def bouge avec am sama diw am sama coupe ongle. Je veux dire, tout ce qui est nécessaire pour se faire beau, je le fais. Vous savez pourquoi? Parce qu'un commercial, quand il va chez le client, je l'ai dit tout à l'heure, il doit penser aux 100 ou 1000 personnes qu'il représente et qui ne sont pas. te yenn saa yi boo ñëwee si entreprise bi gis góor ñi ni ñu solo jigéen ñi ni ñu solo pour ñëw liggéey si nga war leen dem représenter ngir yàlla def. Ça ne veut pas dire qu'on va dans les marchés qu'on doit être n'importe comment. Si tu portes des t-shirts et casquettes, parce que tu fais notamment du trade marketing, tu vas voir les distributeurs directement sur le marché. Mais ce t-shirt, voilà, ton t-shirt va être propre. Tu vas avoir des morceaux et tout dans ton camion pour que boo demee ba ñàkk mais nga taxaw dugg ci camion bi tëj affaire yi wala nga gaare fenn naan sa boisson foofu waat ko defar sa waat et tout ngay saat ñëw taxaw parce que boo ko ñëw naan je suis fatigué tey journée bi metti na sa waay tey sa ndigg non on veut que tu sois bien présenté
Aller se coiffer pour un garçon, c'est 15 minutes. Mais va te coiffer. Ah oui, coiffe-toi très beau. Pour pas y se carotter, etc. C'est très important. En prenant en compte le mot, il ne faut pas t'habiller ou mettre des choses sur toi qui soient plus importantes que ton produit. Sinon, le client oubliera ton produit pour se parler de toi, moi, il te demander ce que les gens n'aiment pas. Donc, il y a le dynamisme, je l'ai dit, il y a la résistance physique. On a un travail qui nécessite de la résistance physique. Tu as fait quoi de ta journée? Je t'ai vu partout aujourd'hui. Là, tu es dans ton bureau, je t'ai vu dans les magasins, etc. Et là, tu es encore en forme. On se dit, mais ce gars, il vient de se réveiller. Voilà. Hein? Là, il me dit, non, monsieur Kat, on y va. Là, on allait même visiter l'hôtel. Il me dit, monsieur Kat, j'y vais. J'ai dit, non, attends. Toi, tu es encore jeune. Hein, je commence à. Moi, même si. Voilà. Comme je les fréquente, je deviens moins. Je me sens dans la jeunesse. Bien. Alors, l'idée est que, quelquefois, on travaille 8 heures, 10 heures. Il y a des commerciaux qui, jusqu'à minuit, travaillent chez les clients. L'autre directoire, je suis contre ça. Le commercial fait un peu de lier, mais ça, de l'espoir à notre chose. Par contre, je crois que toute la journée que tu dois travailler, tu ne dois pas montrer que tu es fatigué, même si tu es. Maintenant, comment faire? Alors, on va te dire, non, je ne sais pas comment, vitamine C, il y a des ampoules, je ne sais pas, non, tu vas te tuer. Parce que tous ces trucs-là, c'est pour te. Ça t'empêche de te reposer quand ton corps te demande de te reposer. C'est-à-dire que quand on en a marre, on explose. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ici au Sénégal, on m'a nommé DG d'une entreprise. J'étais tellement dans la foule que je me suis battu pendant des mois sans me reposer. Je dormais quelques heures par nuit. Et un jour, j'étais tellement fatigué, je ne pouvais rien. Il faut aller voir un dermatologue. Je suis allé voir un dermatologue en ville. Le gars me regarde. La première chose qu'il m'a demandé, c'est est-ce que vous êtes. Est-ce que dans votre vie sexuelle, vous êtes organisé ou pas? Pourquoi? Parce que vous avez une maladie qui, en général, s'accompagne de sida. Donc, sida, c'est quoi? Il me dit c'est zone. Je dis, c'est quoi zone? On a discuté. Alors après, quand je lui ai expliqué comment il m'a dit, oh, c'est ça. Après, il a fait tous les tests, il m'a dit, bon, c'est vrai, c'est mon problème, c'est que vous avez vraiment le. Et je suis resté quasiment 3 mois sans pouvoir vraiment travailler. Et après, je me suis dit, est-ce que dernièrement? C'est après dans la vie, c'est dans le temps que j'ai appris que tu peux être performant si tu t'aménages pas. Alors, j'en connais une qui va rire, mais c'est pas grave, on se verra tout à l'heure. Ce que je vais juste dire, c'est que organise-toi pour te coucher tôt et te lever tôt. Tu seras toujours en forme. Organise-toi pour que tu puisses trouver un moment de sieste de 10, 15, 20, 30 minutes par jour. Sieste ne veut pas dire dormir. Sieste, ça veut dire se mettre quelque part, reposer son corps, ne penser à rien. Ça permet de reposer l'esprit. Et quand l'esprit est reposé, le corps est reposé. C'est faire du sport, comme là, faire de la piscine, de la marche, tout ce que vous voulez, faites du sport. Le sport, ça permet de régénérer et d'organiser. Donc, je préfère ces remèdes naturels à des remèdes qui, en réalité, sont pires que les maladies qu'elles peuvent apporter. L'autre aspect, c'est le sens du contact. C'est l'amabilité, c'est savoir saluer, c'est être gentil, c'est savoir bien parler. Un commercial doit comprendre que ce que disait Rousseau d'ailleurs, quand il définissait la musique, c'est l'art de combiner les sons de manière agréable. Quand quelqu'un vous écoute pendant 30 minutes, c'est parce que vous faites de la musique. Je ne sais pas si vous connaissez la musique, mais c'est de la musique. Parce que la voix, c'est de la musique. Il faut savoir que dans votre voix, il y a l'intonation, il y a la diction. Parce que vous voyez, il y a la diction, il y a l'élocution qui fait que c'est une musique qui fait qu'on a envie d'écouter. La musique, c'est un rythme. Vous rythmez votre voix, elle monte, elle descend. La musique, c'est une cadence. Parce que quand vous parlez vite ou lentement, etc. Et tout ça, on pourrait aussi expliquer ça plus tard. Mais quand vous parlez, vous faites de la musique. Mais attention, faites la musique que l'autre veut écouter. Ne parlez pas vite, cadence rapide, face à quelqu'un qui parle lentement. Ne parlez pas haut face à quelqu'un qui parle bas. Il faut vous adapter à votre clientèle. Mais côté intonation, diction, élocution,
c'est des choses qu'il faut garder éternellement, parce que c'est la musicalité de votre voix qui permettra à votre client de consacrer 30 minutes, 1 heure de temps à vous écouter. Et cette musicalité, elle est d'autant plus importante que les clients, ce qu'ils perçoivent dans votre entretien n'est pas seulement ce que vous lui montrez. La PNL nous dit que le client va utiliser toutes les ressources de ce qu'on appelle le marketing sensitif. C'est l'olfactif, c'est le visuel, c'est le kinesthésique, mais c'est aussi l'auditif. Donc voilà, le fait d'écouter, de parler bien, ça aussi crée une musique qui va faire plaisir aux. Les 2 points peut-être que je veux souligner, ou 3 points, c'est qu'un bon représentant commercial doit connaître son entreprise, connaître ses produits, mais c'est aussi quelqu'un qui connaît ses concurrents, c'est aussi quelqu'un qui connaît l'évolution de son marché. Un commercial, quand on dit, OK, le prix du carburant a augmenté, il doit savoir quelles sont les répercussions de ce prix sur ma clientèle. C'est très important. Un commercial, quand on dit que, OK, un concurrent sort un nouveau produit, il ne va pas dire, je m'en fous, je m'occupe de mon produit. Non, tu vas aller voir ce que tes concurrents font. Pourquoi? Parce que la seule chose qui t'empêche d'échouer, c'est tes concurrents. Donc, il faut faire de la veille concurrentielle. Ce n'est pas à l'entreprise de t'apporter tout. Toi aussi, il faut que tu fasses un effort. L'autre aspect, vous devez avoir de la culture générale. Vous êtes un ambassadeur. Vous devez vous y connaître en sciences, je ne sais pas moi, en musique, en lecture, dans tous les domaines. Pourquoi vous ne connaissez pas les centres d'intérêt de vos clients? Et vous devez pouvoir vous adapter pour avoir un point d'entrée. Le dernier point maintenant, c'est vrai qu'il y a les moralités, mais ça on l'avait déjà dit, dans le représentant commercial, il y a beaucoup de moralité et de la loyauté bien sûr. Ce que je voulais dire, c'est qu'un bon commercial aime l'argent. Un bon commercial, c'est quelqu'un qui adore avoir de l'argent dans sa poche. J'avais une cousine qui me disait, mais tu sais mon frère, avoir de l'argent dans ma poche, ça fait dans un commercial, il faut que fait xaram day dal parce que da koy yor. Boo bëggee nekk commercial da nga koy yor. Waxuma ñu la koy yaakaaree da nga koy yor. Parce que un commercial, c'est quelqu'un qui tient la tête, gazeux. Koo xam ne la loo joxoon nag te koo xam ne la du reculer soo bëggee nag lu ñëw nga ne ko fuuf day fekk nga yor ko mën ko. Donc comme toi, une des conditions d'accroissement de ton revenu, c'est de faire de très bons résultats, mais bats-toi pour ton plaisir personnel, pour dire j'ai écrasé tout le monde ou j'ai gagné, mais surtout pour avoir beaucoup d'argent. Ce qui fait que tu gauche-droite, d'y avancer et ça va écouter ta carrière. C'était ça que je voulais en tout cas rappeler sur les aspects qui sont liés au qualité. Monsieur Khan, on va terminer par les différents types de vendeurs, les différents types de représentants commerciaux. On a fait plus d'1 heure de live, monsieur Khan. Oui. On y va, mais c'est important, on peut terminer par cette partie. Alors, les différents types de vendeurs, les vendeurs, on peut les différencier selon plusieurs critères. Selon le niveau de formation, on peut les différencier selon le statut juridique, on peut les différencier selon le secteur d'activité. Il y a beaucoup de manières de les distinguer. Quoi qu'il en soit, il est important de savoir qu'un commercial, c'est un collaborateur de l'entreprise qui peut être interne ou externe. Ce que je voulais dire aux représentants commerciaux, c'est que si vous voulez avancer, battez-vous pour accéder à des contrats. C'est très important. Fût-ce des contrats de prestataires ou des contrats à court terme. Mais vous ne pouvez pas passer votre vie à être vendeur ici pendant 3 mois, après d'avoir 2 mois, 5 mois, 10 mois. Vous n'avancerez jamais. Beaucoup de commerciaux sont piégés par ça. Et ça vous empêche de construire une carrière et de progresser en hauteur. Il ne faut pas aussi se dire, je travaille, je gagne de l'argent, alhamdoulilah. Non. Il faut se dire, j'ai 50 000 aujourd'hui, demain je vais avoir 75 000, après, etc. Jusqu'au jour où vous allez avoir des millions. Donc, battez-vous. Et pour avoir un contrat, c'est facile. Rendez-vous indispensable. Montrez que vous êtes bon. Montrez que vous faites des résultats. Parce qu'une entreprise ne laisse jamais partir quelqu'un qui lui apporte des résultats. Donc ça, c'est très important. Voilà. Maintenant, l'autre aspect, c'est qu'il y a des représentants qui ne se sentent plus, en tout cas, le besoin de rester dans une entreprise. Parce qu'ils ont un carnet d'adresse étoffé, parce qu'ils sont ce qu'on appelle des renards de la vente,
c'est des gens qui maîtrisent énormément la vente, et c'est des gens qui se disent, mais pourquoi pas travailler pour le compte de plusieurs entreprises non concurrentes sur un groupe de clients. Donc ça, c'est ce que vous appelez, je crois, le VRP multicarton. C'est totalement ça. Bien. Mais je crois que ça, là, tu es plus à l'aise que moi pour le parler, et je vais en profiter pour t'écouter aussi. Ça me fera plaisir. Monsieur Kane, allez-y. Bon, je n'ai pas les connaissances de M. Kane. Non, je suis un expert. Bon, en fait, la force de vente de M. Kane, nous avons la force de vente propre, qui sont des vendeurs qui vous appartiennent tout seuls, et la force de vente déléguée. Dans la force de vente propre, nous avons les vendeurs salariés du droit commun. Ils sont traités comme les secrétaires, les comptes, etc. Nous avons les VRP exclusifs. Ah, il fallait continuer, M. Kane. Les VRP exclusifs. En fait, nous avons les VRP exclusifs qui travaillent exclusivement pour le compte de M. Kane. Et nous avons le VRP multicarte. Comme il a dit multicarte, parce qu'il a plusieurs cartes de visite. Mais les cartes, comme M. Kane l'a dit, ne doivent pas être concurrentes entre elles. Je ne peux pas avoir la carte de l'hôtel Colonial et la carte de l'hôtel Radisson. Oui. Les cartes ne doivent pas être. Il ne faut pas me mettre en marque avec mes amis de Radisson. Je voudrais que ça soit très clair. Pour les amis de Radisson qui m'écoutent. D'accord. On va revenir pour M. Kane sur le concept de VRP. VRP, voyageur représentant placier. Pour avoir le statut de VRP, il faut remplir un certain nombre de conditions. C'est ça. Première condition, exercer de façon, c'est M. Kane l'invité, exercer de façon exclusive et constante la mission de représentant, ne pas travailler pour son propre compte, pouvoir travailler pour le compte de plusieurs ou d'une seule entreprise, c'est ce qui justifie le concept d'exclusif et de multicarte, et être lié par son ou ses employés par un contrat qui stipule la nature du produit à vendre, le montant de la rémunération, la zone dans laquelle on vend et la nature de la clientèle. On peut également avoir un statut d'agent commercial et un statut, comme vous l'avez dit, quelqu'un qui vient pour travailler pour quelques jours, ensuite partir aller chercher ailleurs, un statut de mandataire. Super. Je m'excuse, M. Kane. C'est important pour moi. Non, c'est important, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de talent, mais surtout qui s'est énormément amélioré et aujourd'hui qui est un expert dans son domaine. Non, c'est très important là, que ça soit perçu, parce que tu n'es pas un journaliste, ce n'est pas ton job. Aujourd'hui, tu donnes à nous tous l'opportunité de discuter, mais tu es aussi quelqu'un qui a accédé à un niveau élevé. Ça, il faut que ton auditoire le sache. Ce que je voudrais juste ajouter à ce qu'il a dit, qui est énorme, c'est juste pour terminer, de parler à certains secteurs d'activité, comme l'assurance. Voilà, comme ceux qui vendent de l'assurance ou des produits similaires, à qui on donne des noms de genre concessionnaire, mandataire, courtier, etc. Le courtier est un représentant commercial. Monsieur Kane, vous allez revenir sur le marché international, le concept de consignataire, de courtier, de tout ça. Alors non, ça, les consignataires, ça c'est un autre job. Vous avez eu un expert en marketing international qui a vous parler de ça. Non, c'est juste rappeler que, en fait, parce que je crois que ça dépend, je voulais juste compléter en fait, et surtout pour m'adresser à des métiers qui ont des noms particuliers. Par exemple, en assurance, vous allez voir courtier en assurance, concessionnaire, enfin mandataire en assurance, ou je ne sais pas, des trucs comme ça. C'est juste pour vous dire que ça entre dans le cadre de ce que l'AIBA va dire, quelle que soit l'appellation, que ce soit des mandataires, que ce soit des concessionnaires, que ce soit des revendeurs, que ce soit des courtiers, tout ça c'est des statuts commerciaux, comme il l'a dit, et vous êtes VRP, soit interne, soit externe. Ceux dont je viens de parler récemment, enfin en tout cas tout de suite, c'est généralement le cas des VRP externes. Monsieur Kane, j'ai une question. Ça, c'est une question pour moi. Un conseil pour les filles qui croient que tant qu'elles ne sont pas sexy, elles ne pourront pas vendre. Bon, je l'ai dit lors de l'accueil, je l'ai redit, je peux le redire demain. Il n'y a aucun homme digne de ce monde, sur le monde, qui n'aime pas voir une fille belle. À commencer par moi. Pardon ma femme, hein. Madame Kane, excuse-moi, mais j'adore les belles filles. Il faut que tu comprennes ça. Tous les hommes dignes de ce nom, qu'ils le disent ou pas, adorent les belles femmes. Tous les hommes dignes de ce nom adorent quand une femme passe. Je ne sais pas ce que vous appelez sexy, hein, mais quand une femme est très bien habillée et qu'elle soit classe, vous êtes heureux. Ce n'est pas une histoire de drague, mais c'est une histoire de s'émouvoir en fait, je ne sais pas comment, du spectacle de la nature. Parce que c'est la nature qui nous offre ça. Des gens qui se font beaux, des gens qui s'habillent bien. Et ça, c'est valable aussi bien pour les belles femmes que pour les beaux garçons. Un garçon bien habillé, qui prend bien soin de lui, qui parle bien,
qui est classe, qui est respectueux, ça fait envie. Ça fait envie. Et c'est très, très, très important. Mais il y a une différence énorme entre être classe et être sexy. Le terme de sexy est en lui-même un terme, excusez-moi, vulgaire. Donc ça n'a pas de place chez les ambassadeurs. Moi, il m'est arrivé dans une salle de classe il y a quelques années encore, vraiment, il y a certaines de mes étudiantes, je m'excuse pour les mots que vous disiez parce que j'étais extrêmement dur. Je crois que j'ai dit une fois à une étudiante, si elle était venue faire cours ou si elle était une péripatéticienne, pour vous dire à quel point, voilà. Et j'ai souvent renvoyé toutes les étudiantes qui portaient des tenues sexy ou serrées, ou qui montraient, je ne sais pas comment ils appellent ça, des soutiens balcon ou je ne sais pas moi. Si tu as ces trucs, tu gardes ça chez toi. Moi, je me dis, quand j'enseigne dans une école business school, pour moi, je forme des gens qui demain vont aller en entreprise. Donc, tout habillement qu'il ne peut pas te porter en entreprise, on ne portait pas dans ma classe. Maintenant, si vous voulez faire ce que vous voulez, je ne suis plus dans les classes, pas de problème. Mais il est impensable de se dire, je vais aller voir Mohamed Khan. Parce qu'il faut que j'explique ça. Vous allez voir Mohamed Khan en vous disant, je vais voir M. Khan pour lui vendre une imprimante, par exemple. Et M. Khan, bon, il peut être un peu dur, je ne sais pas. Je vais essayer d'utiliser mes trucs de femme et je vais le convaincre d'acheter. Je m'excuse, Madame Khan. Quand une femme belle, bien faite, je vous assure, très sexy, vient chez moi avec ses soutiens balcon, je ne sais pas comment vous appelez ça, sort ses trucs bien habillés, avec ses trucs qui sentent très bon, qui fait des chevelures, je ne sais pas, chignon haut, chignon bas, je ne sais pas, qui sort ses trucs, la vache qui rit là, qui vient dans mon bureau. Je me dis, bonjour monsieur, comment direz-vous, ça va, je vous aime bien, vraiment, vous parlez bien, etc. Je vais mettre ton produit de côté et commencer à l'acheter. Je vais dire comment tu t'appelles, ça va, c'est quoi ton numéro, tu vas où, etc. Écoute, je t'invite ce week-end. Non, j'ai un bon, je vais t'emmener dans tel resto, tu vas être d'accord. Tu me dis, mais et mon imprimante? Je te dis, la semaine prochaine, je vais m'en occuper. Et allô? Oui, secrétaire, préparez-vous à signer le contrat de Madame Tel. Voilà. Donc tu mets ça dans le processus, tu laisses la photo avant de partir, s'il vous plaît. Non, ce week-end, oui. On se verra le week-end. Je vais m'amuser avec toi comme je voudrais. Et lundi, je vais bloquer ton numéro. Ouais. Tu ne peux pas aussi, et les gens se parlent. Quand moi je n'entends pas, si les cadres, je suis cadre, on se retrouve ici ou au Radisson, en train de prendre un bon mojito ou un bon café, on va dire, alors boy, ça va, mais boy, t'as vu la commerciale de tel là? Ah bon, toi aussi, boy, tu l'as vu? Non, boy, là, etc. Quand tu es une femme, tu vas te marier, tu auras des enfants, quand tu es un garçon, demain tu seras marié, tu auras des enfants, il ne faut pas mélanger des choses qui ne sont pas mélangeables. Quand tu vas vendre, vends ce que tu vends. Quand tu veux te vendre toi-même, il y a un autre marché avec d'autres règlements, tu vas aller là-bas. Mais si tu dis, je suis là pour représenter quelqu'un, de grâce, représente. Parce que si tu viens te comporter en sexy, mais ton entreprise n'est pas comme ça. Tu gâches la réputation de toutes les personnes qui sont dans votre entreprise. Lors, habillez-vous bien. S'habiller en tailleur, s'habiller en robe, ne pas mettre un maquillage important. J'ai tout le temps dit, quand une femme va travailler, bats-toi pour avoir 2 bagages. Comme ça, il faut être comme ça. C'est très important. Hein? Pour montrer d'abord à votre interlocuteur que vous êtes une professionnelle. Évitez d'aller pour dire, je vais le séduire. Vous allez le séduire, il va tenter sa chance. Si ça ne marche pas, même si ton produit l'intéresse, il n'achètera pas. Parce que l'utilisateur va de pression. Si tu es d'accord, il va t'utiliser et ne pas acheter ton produit. Est-ce que je le déconseille à toutes les filles. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des filles, j'ai 2 jeunes filles. Avec donc, maintenant, c'est toutes les filles qui font ça. J'aime les briller, c'est pas une yàq dara, ngeen briller, di briller, ba dem ci yàlla mu briller leen àjjana. Noonu laa ko tëggee te loolu mooy liggéeyu un représentant commercial. Je voudrais te remercier de me donner cette tribune. Cette tribune est très importante pour moi. J'ai dit que depuis 1 mois, j'ai arrêté de donner des cours. Je ne donne plus de cours, je suis plus prof. Même si beaucoup de jeunes m'appellent encore prof. Je ne suis plus prof. Et je n'ai jamais été professeur d'université de rang A ou je ne sais pas, tout ça. On m'appelle prof par respect. Je le dis tout le temps à mes étudiants en début de cours. Je suis un professionnel qui vient partager. Je me suis dit que comme je ne suis plus dans les salles de classe, là, Bamba m'offre une tribune
pour essayer de continuer à faire ce que je faisais dans les salles de classe. C'est pourquoi je dis, si vous avez des questions, posez des questions. Si vous avez des contributions, apportez des contributions. Si vous avez des thèmes que vous voulez qu'on fasse, demandez-le. Si vous avez des questions, je crois que l'Aïbamba va peut-être trouver un jour qu'il sera uniquement en réponse aux questions, etc. En tout cas, on est là pour aider les professionnels d'abord, mais aussi les étudiants. Si vous avez des thèmes d'exposé, de recherche, tout ça, vous avez besoin de plus, venez nous demander, on va partager. Et l'idée, c'est la générosité. C'est-à-dire qu'on va être là, on échange, et ça va bénéficier à vous et à tout le monde. C'est ce qu'on veut, parce que comme je l'ai dit, chacun a sa manière de faire de la politique. Moi, ma manière de faire de la politique, c'est d'aider les jeunes. J'y tiens énormément. Parce que pour moi, les Américains, les Français, les Russes n'ont rien de mieux que vous. Absolument rien. Et aujourd'hui, vous avez un système de diplomatie internationale. Le système LMD est un système international. C'est-à-dire quand vous êtes diplômé au Sénégal, vous devez être capable d'aller faire votre métier partout dans le monde. Et moi, je crois que vous devez être des gens qui brillent partout dans le monde. Donc du mieux que je peux, je ne peux pas encadrer des mémoires, je ne peux pas faire tout ça, mais je peux être là, échanger, parler avec vous, répondre à vos questions. Et la chance que j'ai pour terminer live, c'est qu'il n'y a pas de belles filles devant moi. Donc voilà, je le dis aussi pour moi. Merci beaucoup. Bon, je crois aussi, M. Kane, la semaine prochaine, on va essayer d'inviter quand même le petit public. Ce serait très important. Il faut quand même qu'on change un peu le format. Donc, si vous êtes intéressé, si vous voulez participer à l'émission, donc envoyez-nous un message sur Marketing TV Monde ou bien sur le niveau de M. Kane. Ah non, sur votre numéro, sur le numéro de la Non, c'est la même sur M. Kane, parce qu'on d'accord, vous mettez ça sur on ne va pas prendre n'importe qui aussi. C'est vrai. Si vous validez, moi je valide. Super. On ne prend pas quelqu'un qui va nous confondre les deux, il est là ici. On vote de beaux visages, mais également qui s'exprime bien en français, comme le fait M. Kane. Voilà, donc en fait, je tenais également à remercier M. Kane, qui, à partir d'aujourd'hui, et tous les mardis sera sur Marketing TV pour partager son savoir avec nous, m'aider à enrichir les programmes de Marketing TV Monde. Parce que ce que je cherche, comme je vous l'ai dit, M. Kane, vraiment, j'aimerais que Marketing TV Monde émette 24 heures sur 24. Vraiment, c'est ça. Et j'invite également tous les collègues qui ont un peu de temps. Je sais que votre temps c'est de l'argent, votre temps c'est de l'argent. À faire un petit sacrifice. Donc, si vous avez du temps de libre, venez. Puis appelez-moi, moi je peux faire le déplacement. Et on va partager ce que nous savons avec la jeunesse. Montrer à tout le monde que le Sénégal est riche. En savoir, le Sénégal c'est beau, il y a la lutte, il y a la musique. Mais nous avons également le savoir. Il y a des gens qui se battent de notre côté pour montrer tout ce que nous avons en culture. Mais également, il y a une partie qui doit se battre pour montrer que également le Sénégal, ce n'est pas que de la lutte, ce n'est pas de la musique. Mais nous avons également des connaissances. Et c'est ça le projet de Marketing. Merci encore, M. Kane. Et merci. Et nous vous donnons rendez-vous mardi 21h. Et le mardi prochain sera serein. On sera ensemble. S'il ne me coach pas, je m'en vais. Merci. J'ai envie que tes auditeurs. Non, ils seront là. Et vous serez là. Et toi aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Même si je serai là, ce sera peut-être pour assister le caméraman. Maintenant, il faut que je vous laisse avec M. Kane. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Un peu de musique de Baba Mal avant de se. Il est adorable, c'est quelqu'un qui vend bien le Sénégal. Oui, Baba Mal. Des fois, j'ai envie même d'écouter la musique Air Sénégal International. Il a composé un beau morceau pour Air Sénégal International. Bon. Merci à vous. Et au revoir. Merci M. Kane, merci à tous ceux qui nous suivent depuis 20h, depuis 21h, ceux qui attendent également. C'était bien, c'est vraiment. Ouais, c'était très bien, très bien. Ouais, j'ai bien aimé le format là. On a mieux réussi que la dernière fois. Et j'adore ça. Moi, je vais en amélioration. Oui, ça va continuer, M. Kane. Tamsir Kane, merci Tamsir. M. Kane vous salue. Et qui Tamsir? Tamsir Omar Kane.
Il était dans la vente de gaz, technico-commercial à Sahel Gaz, je crois.